Plusieurs d'entre vous espéraient peut-être voir Ariane Mouchkine en ces lieux ce soir. Mais elle ne viendra pas pour des raisons à la fois objectives et subjectives. Objective car Dame Ariane Mouchkine, comme je l'appelle, rentre tout juste de son séjour au Brésil et elle prépare avec la troupe et les équipes techniques du Théâtre du Soleil la prochaine tournée en novembre et à Toulouse de leur dernier spectacle, L'Île d'Or. Subjective, car conjuguant sa vie d'artiste au présent et au futur proche, Ariane Mouchkine affirme souvent dans ses prises de parole et ses écrits faire un travail radical d'oubli entre chaque spectacle, chaque film. Alors, vous vous doutez bien que Molière, cette aventure des années 1976-1978, est depuis longtemps rangée dans un repli de la mémoire de la réalisatrice. Ni renié, ni nié, simplement rangée. Évoquer ce film avec et devant vous ce soir est un retour vers un passé qui semble a priori, et je dis bien a priori, ne plus intéresser Ariane Mouchkine. De surcroît, l'évoquer dans cet auditorium, dans le cadre du cycle des Trésors de Richelieu, renvoie sans conteste à une patrimonialisation du film. Patrimonialisation, trésor. Arrêtons-nous quelques minutes sur cette notion et je cède sans plus tarder la parole à Christophe. Oui, donc cela a été dit précédemment, cette présentation du Molière d'Ariane Mouchkine prend place dans un cycle intitulé Trésors de Richelieu. J'en profite d'ailleurs d'emblée pour remercier très chaleureusement l'ensemble des organisateurs de ce cycle de m'avoir permis de parler de ce film. Et je souhaite dire ma gratitude toute particulière à Corinne Gibello-Bernett, à mes côtés, grâce à qui j'ai découvert véritablement l'étonnante richesse du fond du Théâtre du Soleil, ainsi que des archives dont nous reparlerons ce soir relatives à Guy-Claude François comme à Daniel Augier. Mais de quel trésor parlons-nous ce soir ? Alors, au risque de vous décevoir, nous ne vous présenterons pas le manuscrit perdu et enfin retrouvé de Molière. D'ailleurs, il n'est pas présent dans l'exposition. Il a bien disparu et nous ne le trouverons pas non plus dans l'exposition magnifique qui se tient en ce moment à quelques mètres d'ici. Nous n'y verrons pas non plus, pour reprendre le commentaire écrit par Alain Resnais dans Toute la mémoire du monde, et parmi les innombrables trésors que recèle la Nationale, alors je cite le commentaire de Resnais, le journal encore inédit des Goncourt, le Codex Theresianus que plus personne ne sait déchiffrer, ses mémoires d'Harry Dickson, aujourd'hui introuvables, ses carnets intimes de Romain Rolland, qui ne seront découverts qu'en 1974, le manuscrit des Pensées de Pascal, ou encore l'ensemble des écrits d'Émile Zola, le Caillou de Bagdad et les joyaux qui l'entourent, l'album de croquis de Villard de Honnecourt. Voilà des trésors, beaux, anciens, rares, précieux. Tous ceux qu'il nous est donné à admirer dans le flamboyant musée de la BNF, bien qu'il y manque encore les mémoires d'Harry Dickson. Ce soir, nous allons parler d'un film qui a moins de 50 ans, qui certes relève du patrimoine, mais qui n'est pas rare, même s'il est beau. Et ce qui fait trésor, ce n'est ni le film en lui-même, ni un objet unique, ni même un manuscrit éblouissant. Non, ce qui fait trésor ici, ce sont, outre le film, les dessins, les états du scénario, les maquettes de décors comme de costumes, les photographies et ce que nous vous révélerons aussi au fur et à mesure de cette conférence. Ce sont en un mot tous ces documents rassemblés dont l'enjeu est la compréhension d'un processus de création collective. Bref, parce que ces documents sont entrés dans un cycle patrimonial en intégrant les collections de la Bibliothèque nationale de France, le trésor, c'est ici ce que leur juxtaposition, leur montage au sens cinématographique du terme, nous permet de faire émerger, à savoir un peu de connaissances historiques, du moins c'est ce que nous espérons. Comme Corinne va vous l'expliquer maintenant, c'est dans le prologue du film que se nichent quelques-uns des premiers éléments de compréhension du Molière d'Ariane Mouchkine. Le film s'ouvre effectivement sur un Molière vieilli, malade, nous l'entendons tousser à plusieurs reprises, bougon, travaillant dans son théâtre. Ce prologue est intéressant à divers titres, notamment par l'ordre d'entrée en scène de deux des personnages emblématiques du film, à savoir la servante Laforêt, rôle interprété par la comédienne Marie-Françoise Audolan, et le fidèle compagnon Lagrange, rôle interprété par Jonathan Sutton. La servante est ce lien qui nous relie à Jean-Baptiste Poquelin, que l'on va découvrir et apprendre à connaître dans la première époque du film, tout d'abord enfant, puis jeune adulte. Elle est le témoin privilégié de la vie, dans les bons comme dans les moins bons moments, de l'homme tout au long de son existence.
Le personnage de Lagrange, quant à lui, nous relie au directeur de troupe, à l'auteur et comédien Molière, que nous découvrons en fin de première époque et dans la seconde époque. Ariane Mouchkine a choisi Lagrange comme fidèle parmi les fidèles. Elle aurait pu choisir Michel Baron ou un autre membre de la troupe, ce qu'elle n'a pas fait. Et je remercie ma collègue Morgane Spinek d'avoir attiré mon attention sur ce point lors d'une récente conversation. Car à la question « Pourquoi Lagrange ?», je serais tentée de répondre « Mais le registre, bien sûr ». Le célèbre registre conservé à la Comédie Française qu'Ariane Mouchkine a eu entre les mains, qu'elle a lu attentivement et qui a constitué une nourriture de première main pour l'écriture de son scénario. Ce faisant, en introduisant dès les premières minutes du film les personnages de Laforêt et de Lagrange, Ariane Mouchkine nous livre, me semble-t-il, plusieurs indices sur son Molière. Il faut bien l'avouer, nous ne connaissons pas grand-chose de la vie de Jean-Baptiste Poquelin, exception faite de quelques contrats notariés. Toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien, comme nous le suggère un contemporain de Molière, un certain Racine, dans sa préface de sa pièce Bérénice. Alors, en dépit ou au contraire, grâce à ce manque de sources, Ariane Mouchkine va nous raconter une histoire, en suivant un chemin qui n'a pas été souvent emprunté, celui qui passe d'abord par la vie de Jean-Baptiste Poquelin, homme de son siècle, le XVIIe, chemin qui nous mène ensuite à la rencontre de Molière. Se détournant de l'histoire officielle, tant universitaire que scolaire, elle emprunte le chemin de la fiction pour nous raconter en 4h20 la vie de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Dans les 3 versions dactylographiées du scénario dont nous disposons, un conte de Bertolt Brecht, que vous voyez à l'écran, est placé en exergue, telle une métaphore de la vie de Molière, jouant sur l'opposition de l'homme libre dans les rues de Paris, à l'image du prince qui vagabonde dans la prairie, et sur les routes du royaume, par opposition, disais-je, à l'homme de cour à Versailles, comme le prince enfermé désormais dans son château. Dans une autre version dactylographiée, cette fois traduite en anglais, c'est le mot « tale » qui apparaît sous nos yeux. L'univers du film puise aussi ses sources dans l'univers du conte et des légendes, et les mots ici choisis par Ariane Mouchkine ne doivent rien au hasard, nourrie comme elle l'a été dans son enfance par les comptines anglaises et les contes russes. N'oublions pas, en effet, qu'Ariane Mouchkine est anglaise par sa mère, la comédienne June Hannan, et russe par son père, le producteur de cinéma Alexandre Mouchkine. Mais pourquoi me direz-vous une biographie de Molière sous la forme d'un film ? C'est Christophe qui va nous livrer la bonne réponse. Alors donc ce Molière de Mnouchkine est donc stricto sensu une biographie filmée, dont le scénario débute par l'enfance du grand homme et non, comme on le voit dans le film, par la préparation de la dernière représentation du malade imaginaire, comme le montage définitif pourrait nous le laisser supposer et comme le montre le prologue dont Corinne vient de parler. Précisons d'emblée qu'il n'y eut guère de biographie filmée de Molière, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer entre 1895 et la fin des années 1970, à l'exception notable, mais bien oubliée, d'une production de la Gaumont réalisée en 1910 par Léonce Perret sur un scénario d'Abel Gans. Donc tout semble s'être ligué contre les divers projets d'adaptation cinématographique de la vie de Molière qui ont tous été contrariés à des titres divers, qu'ils fussent portés dans les années 30 par Abel Gans ou par Marcel L'Herbier, et dont les archives, conservées d'ailleurs aux Arts du spectacle, conservent aujourd'hui la trace. Ariane Mnouchkine s'engouffre donc dans un espace laissé vacant par l'histoire du cinéma, même à Hollywood, pourtant friand de biopics depuis les années 30, y compris de biopics concernant des personnalités européennes. Alors la biographie filmée, pourtant, n'est point étrangère au cinéma français. Elle s'inscrit, au demeurant, davantage dans ce qu'il convient d'appeler le cinéma de qualité française, sur un mode sulpicien, par exemple, avec Monsieur Vincent de Maurice Cloche, avec Pierre Freinet, à propos de Saint-Vincent de Paul, sur un mode engagé, l'école buissonnière, de Jean-Paul Le Chanois en 1949, à propos de Célestin Freinet, ou sur un mode ironique et de reconstitution historique, évidemment le destin fabuleux de Désiré Clary de Sacha Guitry en 1941, et tant d'autres films du même Guitry, chers au département des arts du spectacle de la BNF, puisque ces archives y sont conservées. De même, le film historique, ou à connotation historique, qui assume souvent sa part de spectacle et de fantaisie, s'inscrit dans une tradition forte du cinéma hexagonal.
Si Ariane Mouchkine écarte explicitement de sa perspective les grandes fresques à la Guitry, elle rejette tout à fait Si Versailles m'était compté, où Molière pourtant apparaît incidemment sous les traits de Fernand Gravet, elle n'évoque pas, et d'ailleurs on ne l'interroge pas à ce sujet, d'autres films célèbres ayant remporté un succès certain au moment de leur sortie dans ce même genre, de Fanfan la Tulipe, Christian Jacques, 1952, à Cartouche, Philippe de Broca, 1961. Alors pourquoi citer, me direz-vous, ces films spectaculaires et grand public alors qu'ils semblent à première vue si éloignés des intentions affichées par Ariane Mouchkine? Pour deux raisons. La première, c'est parce que Fanfan la Tulipe, Cartouche, de même que la plupart des films de Philippe de Broca, ont été produits par Alexandre Mouchkine et par la société Les Films d'Ariane, baptisée en l'honneur de sa fille aînée. Alexandre Mnouchkine était un Russe de Saint-Pétersbourg qui a été un des plus importants producteurs du cinéma français et du cinéma populaire français, un peu à l'écart de la nouvelle vague, il faut bien le dire, dans les années 60 et 70. Alors, Alexandre Mnouchkine n'entre pas en production sur le Molière d'Ariane Mnouchkine, mais on sait qu'il a accompagné sa fille dans les méandres d'une production complexe et onéreuse, assurée en grande partie par la société créée par le Théâtre du Soleil, mais aussi par Claude Lelouch, qui est coproducteur donc du film avec les Films 13, et par la télévision publique, à l'époque Antenne 2, dirigée par Marcel Julian. Ce qui explique d'ailleurs que le film ait été décliné à la télévision en un feuilleton de 5 épisodes. Donc une durée de 5 heures, en réalité, la version pour la télévision. Par ailleurs, c'est l'autre point, Ariane Mnouchkine a revendiqué à plusieurs reprises un projet de grand spectacle populaire, de films épiques, qui tiennent à l'écart un double écueil. Le premier de ces écueils, c'est celui de la reconstitution académique, qui reprendrait à la lettre les passages obligés de la vie du grand homme, les biographèmes, pour reprendre le terme de Florence Philippi dans un article éclairant sur les biographies de Molière paru en 2012. Le second de ces écueils serait celui d'une froide description, un commentaire extérieur et trop explicatif qui reproduirait le parti pris de Rossellini dans la prise du pouvoir par Louis XIV, dont on lui oppose parfois le modèle. La biographie filmée cache donc d'autres enjeux, ceux du spectaculaire, de l'épique, de la peinture de l'époque, volontiers assumés par Ariane Mnouchkine, y compris parce qu'elle est une femme et qu'elle considère qu'une femme n'a pas à s'interdire de réaliser des films épiques, dans une période, les années 70, où certes, quelques femmes sont cinéastes, mais pas tant que cela en réalité. À de multiples reprises, en effet, elle est interrogée sur son statut de réalisatrice, et implicitement sur sa capacité à diriger en tant que femme un si aussi important et à si gros budget. Elle y répond de la manière suivante. Molière, je dis que c'est un film de femmes, car je trouve que les femmes y ont une place qui est très caractéristique. Ce que je veux dire, c'est que les femmes ne vont pas sans fin faire uniquement des films intimistes sur des problèmes qui sont spécifiquement féminins. Il y a certaines créatrices qui vont faire cela parce que c'est ce qu'elles veulent raconter. Mais il va y avoir maintenant plein de femmes qui vont vouloir raconter des histoires épiques, lyriques, à grand spectacle, peut-être violentes. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois, ce sera d'un point de vue de femme. Fin de citation. Au-delà du projet épique, qui se veut donc être autant le portrait d'une époque que celui d'un homme, se pose la question de ce que représente Molière pour la fondatrice du Théâtre du Soleil. Tout au long de sa carrière, celle-ci déclare en effet qu'elle n'est pas très intéressée par la mise en scène des pièces de Molière, et elle ne montrera d'ailleurs, bien des années plus tard, que le Tartuffe. Ce qui la passionne, en revanche, c'est l'humanité de Molière, sa rectitude, souvent, ses compromis, parfois, ses renoncements, rarement, et la manière dont le créateur compose avec les contraintes de son temps. Avec Molière, dit-elle, au moment de la promotion du film à Cannes, je montre un créateur face aux problèmes de tous ordres que pose un régime autoritaire et centralisateur. Face à ce régime, Molière fut parfois un homme très bien et parfois un peu moche. Fin de citation. Elle ne dévie pas de ce regard lorsque, interrogée par Corinne Gibello et Franck Pandino pour le catalogue de l'exposition qui se tient en ce moment même, elle précise, donc très récemment, Molière est un homme de théâtre extraordinaire, un acteur extraordinaire qui me fait penser à Chaplin. Shakespeare est inaccessible, mais Molière est proche. Si j'ai fait le film, c'est parce que par rapport à ce que l'on sait de l'homme, de ses malheurs en particulier, j'avais l'impression de connaître ses ennemis. Fin de citation. Voilà donc que le projet biographique réapparaît sous un jour nouveau, qui n'est pas seulement guidé par le théâtre, mais par la proximité, parce que les femmes et les hommes de théâtre ont en partage
Le film entend restituer une expérience commune du théâtre par-delà les siècles. Et s'il faut en passer par les lieux communs de la biographie, puisque l'on est bien obligé d'en passer par là, Ariane Mnouchkine s'efforce néanmoins de se nourrir de l'expérience théâtrale du Soleil en s'affranchissant délibérément de la reconstitution. Je la cite encore dans une interview à Télérama en avril 1978, juste avant la présentation du film à Cannes, présentation qui s'est très mal passée. Chaque fois, dit-elle, que j'essayais de raconter une scène que tout le monde connaît, je me cassais la figure. Je tombais dans l'image d'Épinal, la platitude totale. Il fallait chaque fois que je passe par une situation vécue. Ce n'est pas une reconstitution. La reconstitution est un mensonge. Il y a des pans entiers de la vie de Molière que nous ignorons. Je ne peux pas prouver que ce que j'ai réinventé soit vrai, mais j'en suis sûr, personne ne pourra prouver que c'est faux. Voilà qui explique pourquoi le film fut fraîchement accueilli, tant au moment de sa présentation à Cannes que lors de sa sortie en salle en septembre 1978. Vous avez là une photo que je trouve très belle de l'équipe du film, une partie de l'équipe du film à Cannes avant la projection, et où vous reconnaissez Ariane Mnouchkine évidemment au centre, et puis Claude Lelouch, donc producteur du film, bras dessus avec Philippe Cobert et une partie de la distribution du film. Cet échec critique, dont Ariane Mnouchkine conservera un souvenir cuisant, qu'elle évoque dans ses entretiens avec Fabienne Pascaud, tient en particulier à la singularité de ce projet biographique. Ni reconstitution académique, ni succession d'épisodes scolaires, le film entend échapper à l'imagerie, comme au topoi véhiculé par les représentations du grand homme. C'est ce qui déroute une partie de la critique, en tout cas celle qui prête un regard attentif au film et qui ne le rejette pas d'emblée parce qu'il est réalisé par une femme et de surcroît par une femme de gauche, ainsi qu'on peut le lire par exemple sous la plume de Michel Mourlet ou de Frédéric Mitterrand, qui critique assassine de 10 lignes en fait, qui conspue totalement le film. Pour celles et ceux qui veulent bien se donner la peine de regarder le film, à l'instar par exemple de Claude-Marie Trémois dans Télérama, il est difficile d'y trouver son compte. Les absences, les lacunes du film, certaines pièces de théâtre très célèbres n'y sont par exemple qu'à peine mentionnées. Le film, pourtant fustigé comme très long, rompt avec la tradition scolaire. Il faut paradoxalement attendre un article de la Nouvelle Revue pédagogique pour identifier ce qui fait la singularité du projet biographique d'Ariane Mnouchkine. Tous attendaient, écrit Joël Pagès-Pindon dans cette Nouvelle Revue pédagogique, tous attendaient une biographie de Molière qui nous fit remonter à la source des œuvres. Un déterminisme simpliste voudrait que l'on passe à 100 heures de la réalité biographique à la fiction. Or, le film de Mnouchkine propose exactement la démarche inverse, puisque c'est la fiction qui modèle la biographie. Il s'agit donc bien de se saisir des oublis comme des lacunes, de repartir parfois de la légende, pour donner à voir ce que Molière fut en réalité. D'où l'usage de ce que Ariane Mnouchkine appelle les images d'Épinal dans la vie de Poquelin, et qui sont ici utilisées à des fins d'annonce de scènes futures du théâtre de Molière. C'est une rupture avec la tradition cinématographique des biographies d'hommes illustres, ce que l'autrice de l'article de la Nouvelle Revue pédagogique conclut d'une belle formule. Ce Molière de Mnouchkine, c'est un Molière arraché au livre et repris par le théâtre. Très belle expression. Mais quelles traces mémorielles Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil ont-ils gardé de cette épopée cinématographique ? Une partie des réponses à ces questions sont à rechercher dans les archives du Théâtre du Soleil qui sont conservées et données régulièrement depuis 2005 au département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France. Concernant plus particulièrement le film Molière, les archives permettent de retracer partiellement la génétique du scénario, avec toute une partie ayant trait à la documentation préparatoire, aux notes et aux manuscrits de la main d'Ariane Mnouchkine, et au tournage proprement dit du film, avec des plans de travail d'Ariane Mnouchkine, des plannings du tournage, des feuilles de service par jour, des découpages des dialogues et des scènes, des rapports des scripts, des feuilles de tirage pour le son, et surtout de très beaux tirages signés Michel Laurent, à la fois pour le tournage et pour le film. À ces archives témoignant du processus créatif, il convient d'ajouter des documents de production, programmes, prospectus, maquettes typographiques, génériques du film, affiches, et des coupures de presse françaises et étrangères permettant de retracer cette réception dont vient de nous parler Christophe. Et nous avons pu constater que certaines réceptions critiques avaient été particulièrement assassines pour le film.
En outre, quelques ressources audiovisuelles, adaptations pour la télévision anglaise, rush du tournage et bande-son, complètent ce rapide panorama. La volumétrie totale et actuelle des archives du Théâtre du Soleil est d'environ 60 mètres linéaires. Les archives pour Molière représentent à peine 1,50 m. Elles n'en témoignent pas moins de la formidable aventure que fut ce film. Les dons des archives de Guy-Claude François en 2016 et Daniel Augier en 2017 permettent d'apporter un éclairage complémentaire au fond du Théâtre du Soleil. Guy-Claude François, il faut le souligner, a obtenu en 1979 le César du meilleur décor pour ce film, juste reconnaissance de la profession, pour le travail accompli par cet interprète du décor, comme il aimait se décrire, fidèle compagnon du Théâtre du Soleil, depuis sa rencontre avec la troupe en 1966 au Théâtre Récamier, lorsque cette dernière jouait le capitaine Fracasse. Si l'on veut vraiment comprendre comment se sont élaborés les décors du film et le travail réalisé par Guy-Claude François, il faut se plonger, comme nous le ferons tout à l'heure, dans ses croquis, ses dessins sur papier ou sur calque, feuilleter les différents plans qu'il a réalisés pour les tournages à la cartoucherie ou lors des repérages à l'extérieur, observer attentivement ses photographies de travail. Daniel Augier, quant à lui, a conçu les costumes et les a réalisés assisté de pas moins 14 personnes, je les ai toutes comptées sur les génériques du film, à savoir 2 personnes pour la sellerie et la cordonnerie, 1 personne pour la teinture et les patines, 10 personnes comme tailleurs et couturiers et couturières, 1 personne comme dentelière. Pour ce film, malheureusement, il ne reste à ce jour que quelques trop rares maquettes de costumes et un descriptif des costumes et des accessoires par comédiens et comédiennes dans l'ensemble des archives, retraçant la carrière du décorateur, costumier et metteur en scène Daniel Augier. Plusieurs documents issus de ces fonds ayant trait au film qui nous intéresse ce soir feront l'objet dans la seconde partie de notre présentation dans quelques minutes. Il en ira de même pour le masque provenant du fonds Noël Kuperman, dit Napo. Cela étant dit et posé, je laisse le soin à Christophe de dérouler le fil d'Ariane du projet de ce film. Alors merci Corinne. Donc, nous l'avons déjà évoqué, le projet Molière a connu une gestation complexe, nécessitant un budget qui est alors le plus important budget du cinéma français pour l'année 1977. Donc, ce n'est pas du tout un budget négligeable. Année du tournage et de la post-production du film, avant une présentation donc à Cannes en 1978. Pour décrire le gigantisme de l'entreprise, la presse reprend à satiété la formule 25 semaines de préparation, 25 semaines de tournage, 25 semaines de post-production, soit en réalité, en effet, 1 an et demi de travail sur le film, pour un budget total de 20 millions de francs. Alors comme la presse, on est encore dans les années 70, elle dit souvent donc, 2 milliards, parce qu'on compte en anciens francs donc, à l'époque. Voilà. Le travail préparatoire est richement documenté dans les archives conservées à la BNF, puisqu'on y trouve notamment l'abondante documentation, les notes de lecture, les remarques et les correspondances rassemblées par Catherine Mounier, qui fit office de documentaliste, et un petit peu plus que cela, je pense, pour la préparation de ce film. Celle-ci, en compagnie d'Ariane Mnouchkine, mais aussi d'une bonne partie de la troupe du Soleil, si l'on en croit le témoignage de Philippe Cobert, lit tout ce qu'il est possible de lire sur Molière. Et Catherine Mounier et Ariane Mnouchkine lisent tout ce qu'il est possible aussi de lire sur le grand siècle, sur ce qu'il convient d'appeler le grand siècle. On sait que furent annotés, par exemple, et commentés Louis XIV en son temps, de Robert Mandrou, historien précurseur de l'histoire des mentalités. Louis XIV et 20 millions de Français, de Pierre Goubert, paru en 1966, mais aussi Paul Bénichou et ses Morales du grand siècle, ce qui donne assez à voir que, faute de biographie détaillée de Molière à l'époque, on se nourrit de l'atmosphère du XVIIe siècle pour mieux comprendre en quoi le théâtre de celui-ci tend un miroir au siècle dans lequel il se déploie. Comme l'écrit Catherine Mounier, j'aimerais qu'on comprenne comment Molière donne une représentation d'une société qui est elle-même de représentation, par un jeu qui dénonce un autre jeu. Tous les esprits forts de l'époque sont conscients de cette application d'un code et de ce système d'apparence auquel ils ne peuvent échapper, même s'ils recherchent une vérité, une authenticité, une âme, une réalité derrière les masques, derrière les passions, derrière une civilité froide. Donc on voit qu'on a véritablement en fait, le souci d'une représentation en miroir, qui n'est pas un miroir par rapport évidemment à la société contemporaine dans laquelle le film est tourné, mais bien pour montrer et représenter à quel point
Molière dresse une représentation de son propre siècle, d'où cette documentation intense sur le XVIIe siècle. Il s'agit aussi, en particulier dans la première partie, de mettre en exergue la troupe, suivre les chariots des comédiens ambulants sur les chemins boueux des campagnes misérables, je recite Catherine Mounier, gravir les échelons de la société de cour jusqu'aux fêtes du château de Versailles, encore en chantier. C'est raconter le XVIIe siècle à travers l'histoire de Molière et de sa troupe, passion, haine, amour, amitié, combat et lassitude qui agitent ce groupe d'artistes. Fin de citation. Alors, commencé en 1977, le tournage du film dure jusqu'à l'été. En janvier 1977, il dure jusqu'à l'été. Le tournage n'investit pas seulement la cartoucherie, dans des décors sur lesquels nous reviendrons, mais aussi une dizaine d'extérieurs, de Versailles au château de Courance, dans l'Essonne, pour figurer le château du Prince de Conti, en passant par la salle du Jeu de Paume et les chapelles du château de Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, dont on investit le théâtre pour y reconstituer celui d'Orléans, Guermantes, les Ménules, sans compter le plateau du Larzac, pour une séquence fameuse, au lieu, alors ça c'est quand même intéressant, la troupe de la cartoucherie Ariane Mnouchkine sont sur le Larzac au moment où tout le plateau est mobilisé contre l'agrandissement d'une base militaire en 1977. Donc on a vraiment aussi une conjonction là d'engagement militant qui est celui d'Ariane Mnouchkine et de la troupe du Soleil dans les années 70 et de circonstances là politiques particulières. Les scènes de tournage à la cartoucherie commencent en 9e semaine, du 14 au 18 mars, et se poursuivent pendant le printemps. Jusqu'à 350 figurants se partagent le plateau et les comédiens, qui appartiennent presque tous à la troupe du Soleil, à l'exception de Jean Dasté, qui interprète le grand-père de Molière, de Daniel Mesguich, qui joue le prince de Conti, et de quelques autres. Corinne en a parlé. Ces comédiens se comptent par dizaines. L'entreprise est donc gigantesque, et donc alors là, on voit quand même, là, on est dans une séquence qui est plutôt en fait au début du tournage, dans la gadoue, vous le voyez, qui est cette gadoue qui a été très reproché par la critique au moment de la sortie du film, enfin un film qui est dans la boue, quoi, un film qui se déroule dans la boue en réalité, mais bon, ça c'est aussi parce qu'il a beaucoup plu en effet. En mars 1977, pendant le tournage, Ariane Mnouchkine dirigeant quelques jeunes comédiens là ici dans une séquence qui est près du début du film, et puis ici une photographie de tournage. Là aussi, avec Daniel Mesguich caché sous sa grande plume, au château de Courance, où il interprète, je le disais, le prince de Conti, et ici avec la Dolly, ce chariot très caractéristique, qui permet de faire des grands mouvements de caméra, un chariot monté sur roue, et que Ariane Mnouchkine utilise très abondamment dans le film. Alors, Corinne va vous présenter maintenant justement ce que pour gérer une entreprise aussi gigantesque, il faut d'abord mettre en place, c'est-à-dire les différentes étapes du scénario du film. Mais avant, non seulement de vous expliquer, de vous donner à voir une des versions manuscrites du scénario, je vais demander à Maxime en régie d'envoyer le premier extrait que nous avons sélectionné avec Christophe. Que Molière mourut le 17 février 1673, après la 4e représentation du Malade imaginaire. Il était né à Paris en 1622, et notre histoire commence lorsqu'il avait 10 ans, il y a 346 années de cela. Prends-la. As. Un sou. À toi, Jean-Baptiste. Tu joues? Encore un sou. J'en ai plus. T'as pas d'argent?
Mais j'en aurai demain. Y a pas de demain qui tienne, c'est aujourd'hui. Lui, le sait pour moi. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Regarde, t'es dur. C'est mon récit. Bougez plus. Toi, on te juge. Maxime, je pense qu'on peut couper le film à cet endroit. Merci. Le jeu des 7 erreurs, je suppose que vous connaissez. Et j'avoue, Christophe et moi avons oublié de vous dire, en introduction de ce trésor de Richelieu, que ce serait un trésor de Richelieu d'un genre entièrement nouveau, à savoir participatif. Non, je redeviens sérieuse. À la fin de l'été 2017, Ariane Mouchkine range son bureau et retrouve une boîte contenant plusieurs dossiers qui nous intéressent tout particulièrement ce soir, et notamment les 3 versions dactylographiées dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et tout spécifiquement la version manuscrite que Georges est en train de faire apparaître normalement à l'écran. Presque. Le suspense demeure. Voilà. Vous avez devant les yeux le premier feuillet d'une version manuscrite de la main d'Ariane Mouchkine, une version que j'ai intitulée « Version reconstituée » du scénario et reconstituée par Ariane Mouchkine en personne. Ce manuscrit comporte 248 feuillets et pour des raisons de conservation et de manipulation, l'ensemble des feuillets ont été montés sur onglet et reliés en 2 volumes. Le second volume est actuellement exposé dans une certaine exposition de Molière. Vous connaissez la suite, cela a déjà été dit. Comme vous pouvez le constater, certains feuillets sont rédigés à l'encre noire, à l'encre bleue ou encore violette. Ariane Mouchkine a-t-elle changé de stylo, option certes un tantinet trivial mais possible, ou a-t-elle écrit à des dates différentes? Une précision qui a son importance. Ariane Mouchkine ne date que très rarement ses manuscrits, mais au moins, à la grande différence de Molière, beaucoup de ses manuscrits ont été conservés. On ne peut pas toujours tout avoir. Cette version du scénario s'ouvre donc sur la scène du grenier, dite la bataille des enfants dans le livret d'accompagnement du film, et non sur le prologue évoqué en introduction de notre séance. Le découpage en chapitres du film suit peu ou prou le découpage des scènes telles qu'elles apparaissent dans la version manuscrite, tout du moins jusqu'à la séquence où Jean-Baptiste Poquelin annonce qu'il ne veut pas être tapissier, mais comédien. Des variantes apparaissent à ce moment-là, mais ce serait trop long de toutes les citer, de toutes les nommer. Et Anne-Lise, je vais te demander de passer directement, une fois que Georges aura fini, au feuillet 88. Et à cette dernière phrase que j'aime tout particulièrement, « Ils vécurent et j'affirme qu'ils furent heureux », et qui renvoie à la citation faite par Christophe tout à l'heure de l'interview d'Ariane par Jean-Luc Drouin. Je rappelle quelques éléments. Je ne peux pas prouver que ce que j'ai réinventé soit vrai, mais j'en suis sûre, et personne ne pourra prouver que c'est faux. Une lecture attentive des différentes versions, que ce soit celles que vous avez sous les yeux ou les versions dactylographiées, nous donne à comprendre le travail d'écriture réalisé par Ariane Mouchkine, le ciselage des mots, notamment dans les parties dialoguées. À la question maintenant de savoir si le scénario original du film a été conservé, il n'y a qu'une seule réponse, oui,
et c'est le film. Par conséquent, si vous souhaitez avoir entre les mains une version originale du film Molière, il vous faudra soit vous saisir de votre plus belle plume, soit utiliser votre ordinateur et retranscrire toutes les répliques et tous les dialogues du film. Je m'arrête là, même si, effectivement, feuilleter ce manuscrit est extrêmement émouvant parce qu'on voit bien tout le processus d'écriture, tous les remords, toutes les reprises, mais il est temps maintenant d'enchaîner avec Hollywood à Vincennes, où comment s'est déroulé le tournage justement de ce film à partir d'un scénario. Voilà, on va revenir au diaporama. Merci. Vous vouliez peut-être dire 2 mots du scénario dactylographie que nous avons sous les yeux? Non, parce que je vois l'heure qui tourne inlassablement et implacablement. Bien. Alors, la cartoucherie, on le sait, est installée à Vincennes. Et c'est dans ces espaces immenses et désaffectés que s'installe la troupe du Théâtre du Soleil en 1970. Bien que les lieux n'aient pas été consacrés au cinéma, rappelons toutefois que Vincennes fut au premier temps de l'industrie une ville de cinéma, la plus vaste du monde alors, avant Hollywood, puisqu'y étaient installés, au début du XXe siècle, les studios et l'usine de la société Pathé Frères. Par une de ces ruses dont l'histoire a le secret, il y a là un singulier retour aux origines du cinéma dans des studios improvisés, répartis entre les locaux de la cartoucherie à proprement parler, qui tiennent lieu d'atelier, et le décor planté, où est tournée, entre autres, la très célèbre séquence du carnaval que nous allons maintenant vous montrer. C'est le deuxième extrait que nous avons choisi ce soir. Séquence qui va nous accompagner presque jusqu'à la fin de cette conférence. C'est plus loin, en fait. Beaucoup plus loin. Là, nous sommes sur... Là, nous sommes à l'enfance. Enfin, c'était pas... Oui, c'est beaucoup plus tard. C'est la séquence où les enfants vont apprendre la mort de leur mère. Jean. Voilà, l'extrait va se recaler donc, dans un instant. Je peux, en fait, en réalité, commencer à évoquer quelques éléments et on pourra passer, donc, le temps que l'extrait se cale, la séquence du carnaval ensuite. Si toutefois, on pourrait avoir peut-être le... Non, je ne sais pas si on pourrait avoir le diaporama. Voilà. Pendant que vous calez l'extrait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les journalistes sont nombreux à couvrir le tournage du film, probablement en raison de l'importance du budget, mais aussi du poids des producteurs, puisqu'il s'agit de l'une des premières coproductions où la télévision française entre en participation, ce qui est aujourd'hui commun. Dans un journal qui s'appelle Lumière du cinéma, Muriel Labrousse évoque le Hollywood du pauvre. Michel Bouet décrit quant à lui l'extraordinaire effervescence qui agite tant le plateau que les ateliers. Je cite, « 7 heures du matin, les premiers arrivants, acteurs et figurants réveillent le bois de Vincennes. C'est ici la cartoucherie, dit la pancarte. Un terrain hérissé de hangars. Maquilleurs et perruquiers campent dans l'entrepôt où fut joué l'âge d'or. Comptez 2 bonnes heures pour friper les visages de rides en latex, noircir les dents, raffiner les pustules du peuple vérolé de Paris XVIIe siècle. Plus loin, l'habillage. Porte-manteau à perte de vue, 1000 costumes, dont 400 achetés à la Comédie Française. Je le signale parce que je ne sais pas si tout le monde le sait ici. À côté, coupeuses et couseuses inventent la soutane de Mazarin et les jupons d'Armande Béjart. Ici, on sculpte les masques, là, on tresse un feuillage de papier. Le montage a lieu sur place et déjà une armada de peintres, plâtriers et charpentiers est sur la brèche. L'usine à rêve d'Ariane Mouchkine s'est mise en branle. Fin de citation. L'expression revient souvent qui décrit un Hollywood à Vincennes, un décor gigantesque en effet, mais suffisamment souple pour s'adapter à tous les cadres et à tous les contextes, entrée de village, rue d'Orléans ou de Paris,
moins inspiré par les tableaux officiels de l'époque que par la peinture flamande. Alors ça, c'était la séquence, mais on va voir hein, la séquence du carnaval ensuite, on va y revenir. Que par donc, la peinture flamande. Ça, c'est une carte postale qu'on a retrouvée hein, donc, dans le fond justement de Guy-Claude François, dans les archives de Guy-Claude François, en particulier aussi par la peinture française, celle de Lenain, et pour les extérieurs, par les gravures de Jacques Callot, entre autres. Comme l'explique le décorateur Guy-Claude François, nous nous sommes inspirés des tableaux flamands, de certaines gravures. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une infime partie du XVIIe siècle qui est restée debout. Les châteaux, les grands monuments, bref, l'art officiel. Mais la réalité de l'époque, ce sont les chaumières de terre battue où s'entassaient des familles. La France de Louis XIV, c'est la misère noire, c'est l'Inde, le tiers-monde. Vous savez, l'architecture des pauvres n'est jamais assez solide pour traverser les siècles. Fin de citation. Il fallait donc restituer, grâce aux gravures, grâce aux tableaux, ce qui n'avait pu traverser les siècles, et en trouver une traduction convaincante. Pour cela, Guy-Claude François trouve le chemin du décor de cinéma, lui qui n'avait jamais encore participé à un film, mais qui aura par la suite une riche carrière, notamment avec Bertrand Tavernier. En créant des maquettes planes au crayon à papier, alors, oui, ce que je voulais vous montrer, qu'il va reproduire ensuite. Alors, je vous montre ici un élément qui provient des archives du Théâtre du Soleil, et non pas des archives de Guy-Claude François, qui montre, vous le voyez ici, on n'a pas de petit pointeur comme vous savez dans les cours d'histoire de l'art à l'école du Louvre, mais peut-être je vais pouvoir, voilà, je vous montre ici. Hein, ici, ce sont les bâtiments, les bâtiments de la cartoucherie. Ah oui, j'ai un petit pointeur ici, pardon, excusez-moi. Voilà, ça va être beaucoup plus chic. Voilà, donc ici, les bâtiments de la cartoucherie que vous connaissez peut-être, hein, auxquels on fait face lorsqu'on arrive sur le terrain. Et les décors qui sont immenses, hein, ces bâtiments. Et c'est là où sont installés les ateliers de fabrication des costumes pendant le film. Les décors de Guy-Claude François sont installés ici, dans cette implantation qui est dessinée ici, hein, qui est quadrillée, avec leur forme si caractéristique, que l'on retrouve ici, avec ici un projet d'implantation des rues, hein, et notamment la place ici, sur laquelle débouche en quelque sorte le défilé du carnaval, séquence que nous verrons dans un instant. Pour, je dirais, en fait, réaliser ces décors, Guy-Claude François en réalise aussi, pour commencer, des maquettes planes, qu'on va tout de suite voir, puisque ce sont des dessins au crayon de bois, mais qu'il reproduit ensuite à l'encre de Chine sur papier calque. Donc on va tout de suite justement les voir. Voilà, donc une première vue cavalière de la ville. C'est probablement ici Orléans. Enfin, c'est censé représenter Orléans. Alors, vous le voyez ici, hein, en haut, vous avez bien des panneaux plans hein, qui représentent en fait le fond du décor et que l'on voit très bien sur le côté, hein, qui sont adossés hein, à des sortes de madriers comme ça pour les soutenir. On a ces espaces plus où d'ailleurs en fait Ariane Mnouchkine plante souvent hein, les décors de théâtre itinérants hein, en réalité dans le film. Et puis cette rue le long de laquelle se déroule tout un tas d'événements, en l'occurrence, hein, s'il s'agit de la rue d'Orléans. Ces décors sont ici. Merci pour l'agrandissement, parce que ça permet de bien voir hein, justement ce qu'il en est. Cela reste en fait de l'ordre du croquis, hein, mais on voit bien qu'on a des façades qui sont très travaillées, et nous verrons que ces façades, la grande ingéniosité en fait, de Guy-Claude François, c'est qu'elles sont interchangeables. Alors, on va voir tout de suite hein, une deuxième représentation. Alors là, il s'agit en fait, vous allez le voir, du collège où se trouvent les collégiens à Orléans, collégiens qui sont reclus et dont les dévots interdisent de sortir au moment justement du carnaval. Donc voilà le même type hein, de dessin à l'encre de Chine sur papier calque, qui lui permet d'avoir une vision hein, quasiment déjà hein, en élévation hein, d'un décor qu'il va falloir ensuite évidemment mettre en place en 3 dimensions. Alors, pour ce faire,
Donc voilà, on circule donc ici, donc dans cette cour donc, du collège, que l'on verra au fond très peu d'ailleurs dans le film, mais qui est un élément essentiel puisque c'est de là que les collégiens vont chercher à s'échapper, à s'enfuir pour rejoindre la foule qui célèbre le carnaval à l'extérieur des murs du collège. Merci beaucoup. On va donc retourner au diaporama pour voir justement à partir de là comment est-ce que Guy-Claude François procède. Et alors voilà ici un élément du décor en élévation. Il procède d'abord en faisant réaliser des petites maquettes, donc de toutes petites dimensions, qui lui permettent donc justement d'implanter son décor selon les besoins de l'espace qu'il va utiliser, selon les lieux dans lesquels la scène va être tournée. Et une fois que ces maquettes lui donnent satisfaction en termes d'implantation, il demande donc aux techniciens de modifier justement les décors avec ce système tout à fait ingénieux qui lui permet donc, grâce à une grue qui est en permanence sur le site du tournage, vous la voyez ici, la grue, de modifier, de déplacer ces maisons qui sont en grande partie réalisées en fait en polystyrène. Donc de déplacer en fait ces maisons, d'en modifier le toit et d'en modifier par conséquent l'apparence. Les décors sont donc interchangeables grâce à leur légèreté. Ils sont aussi interchangeables, et dans cette hypothèse, un petit groupe d'ouvriers. Vous voyez ici les techniciens qui portent véritablement une maison pour la déplacer de quelques mètres. Voilà. Comment ? Voilà, exactement. Et Guy-Claude François a réalisé pour chaque bâtiment 2 types de toitures et 2 types de façades distincts, lesquels peuvent se superposer ou s'emboîter comme un jeu de cubes. Ainsi qu'on l'a vu dans ces différentes photographies, vous le voyez, qui défilent à l'écran. Alors je vais, avant peut-être que nous revenions sur la séquence du carnaval, je vais laisser Corinne évoquer les costumes et les masques désormais. Effectivement, l'œil du spectateur dans le film est attiré par la beauté des costumes, le soin porté à leur confection. Variété des matières, palette de couleurs, accessoires, tout concourt à créer une esthétique visuelle telle que la conçoit le Théâtre du Soleil dans toutes ses créations, qu'elles soient théâtrales ou cinématographiques. Les costumes neufs des nobles et des bourgeois ont été créés, comme vient de le dire Christophe, dans les bâtiments de la cartoucherie, à partir des maquettes dessinées, j'y ai fait allusion tout à l'heure, par Daniel Augier. Maquettes dont il ne reste que peu de traces. Et nous allons en voir 2 maintenant. Une première maquette pour le rôle interprété par Madeleine Béjart dans La mort de Sénèque de Tristan l'Hermite. Je reviendrai sur cet extrait dans quelques minutes. Et c'est pour le personnage d'Épicharis. Cette très belle maquette est l'une des rares apparemment conservées. Et cette maquette a été dessinée par Daniel Augier en utilisant du crayon graphite, de l'aquarelle, de la gouache, du feutre. Et je crois qu'il y a également quelques traces de stylo à billes. Je vous laisse admirer cette maquette. Maquette signée, comme on peut le voir. Et le second exemple que je souhaitais vous présenter ce soir est une maquette pour le rôle de Le Nôtre. Là, nous sommes dans un style complètement différent. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme vous pouvez le voir, il y a des échantillons de tissus qui sont agrafés. Alors, on a eu une hésitation sur le fait d'enlever ou de ne pas enlever les agrafes. Comme vous pouvez le constater, nous avons réussi à en enlever quelques-unes, mais pas toutes, tout simplement parce qu'on allait vraiment abîmer les tissus. Les nobles donnaient, on le sait, les historiens nous ont renseigné à ce sujet, leurs vieux costumes à leurs serviteurs. Il était donc important de respecter ce décalage, nobles serviteurs, neufs vieux. Des costumes ont donc été intentionnellement vieillis, usés. Plusieurs ensembles de costumes portés plutôt par le peuple ont également été achetés lors de plusieurs ventes de costumes de la Comédie Française.
Christophe y a fait allusion il y a quelques instants, là encore, reteint et vieilli à dessein pour le film. Souvenez-vous, dans le générique, il y a un poste de teinturier dans la liste de toutes les personnes que j'ai citées, ayant travaillé sous la houlette et la responsabilité de Daniel Augier. Mais Daniel Augier a vraiment été la cheville ouvrière de l'atelier couture, tout à la fois créateur, responsable des équipes donc à cette même couture, responsable et lourde tâche de la préparation des costumes et des accessoires par journée de tournage en fonction des scènes filmées et des lieux de tournage, sachant qu'Ariane Mouchkine pouvait du jour au lendemain, de la veille au soir à 23h pour le lendemain à 8h, décider de changer à la fois le lieu de tournage et la scène qu'elle souhaitait tourner. Donc, l'atelier couture était une véritable ruche qui a, semble-t-il, fonctionné à plein régime pendant toute la durée du tournage. Ce que vous voyez à l'écran est un témoignage extrêmement intéressant puisqu'il s'agit d'un descriptif des costumes, à l'origine sous la forme de feuilles rassemblées dans un classeur et qui nous livre de précieux renseignements quant aux indications apportées par Daniel Augier, à la fois par rôle, par comédien et par séquence. Et comme vous pouvez le constater, en règle générale, soit en bas, comme dans l'exemple qui est sous vos yeux, vous avez une photographie en noir et blanc, un petit tirage de 8,5 cm sur 5, des costumes avec toutes les indications qui permettent de savoir que ce jour-là, Daniel Mesguich devait être habillé et coiffé d'une certaine manière. Et je ne sais pas si vous arrivez suffisamment à lire à l'écran. Vous avez également un soin extrêmement particulier qui a été apporté aux coiffures, qu'elles soient féminines ou masculines, et notamment aux tresses, aux chignons des comédiennes. Et on va passer la diapo suivante, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Les plus beaux costumes ont été à leur tour vendus après le tournage. Plusieurs ensembles ont été donnés à d'autres compagnies de théâtre ou emportés tout simplement par des comédiens ou des figurants. Rares sont les costumes conservés dans leur état original, car réutilisés lors des répétitions du cycle des Shakespeare notamment. Le département des arts du spectacle conserve 3 pourpoints du film Molière, mais sous l'étiquette des costumes de la Nuit des Rois, dans mon souvenir. Il s'est également porté acquéreur avant l'été, lors d'une vente publique, d'un costume porté par Philippe Cobert et de 3 masques. Malheureusement, il n'aura pas été possible de vous présenter ce costume porté par Philippe Cobert ce soir, tout simplement pour des raisons de conservation. Évoquons maintenant, et je vais demander à Georges et Anne-Lise de faire quelques manipulations, mais le masque est déjà en place. Peut-être l'une des pièces phares de ce qu'on vous a présenté en direct, des objets et des éléments qui ont été conservés. Ce masque provient du fonds d'archives Noël Kuperman dit Napo. Régisseur de théâtre, scénographe et enseignant, Napo, né en 1940 et décédé en 2005, était un ami du Théâtre du Soleil, très proche d'Ariane Mouchkine et des membres fondateurs de la troupe. Les masques et les accessoires de scène ont été, à l'issue du tournage, à leur tour donnés, vendus ou emportés. Et c'est ainsi que l'on trouve ce très beau masque dans le fonds d'archives de Napo, masque qui lui aurait été offert par Ariane Mouchkine en personne. Cela reste à vérifier, mais c'est ce que l'un des témoins, Liliana Andréon, m'a expliqué il y a quelques jours. Ce masque de carnaval que l'on voit dans cette fameuse scène du carnaval d'Orléans, que nous verrons peut-être tout à l'heure, ne désespérons pas. Ce masque a donc été conçu et réalisé par Erhard Stiefel, comme l'ensemble des masques de la production, en collaboration avec plusieurs collaborateurs. Erhard Stiefel est arrivé au Théâtre du Soleil au moment des répétitions de l'Âge d'Or, en octobre 1973, même s'il avait déjà collaboré avec Ariane Mouchkine de manière occasionnelle par le passé, soit 5 années seulement avant le tournage du film Molière. Mais revenons aux masques, fragiles témoins conservés de la scène. Dans l'inventaire de la collection des masques conservés par le département des arts du spectacle, Claude Dessimon, élève et disciple d'Erhard Stiefel, en fait la description suivante, et je le cite. « Masque en résine légère, avec un visage réaliste couronné, collerette au motif de décor floral, fraises et poitrine entièrement dorées,
et qu'il suppose d'inspiration baroque. Georges est en train de vous faire un zoom sur cet élément qui ressemble à une paire de boucles d'oreilles. Et je ne peux que vous inviter à vous rendre dans la galerie Mazarin et à regarder attentivement le costume qui y est exposé. Un indice, regardez bien la coiffe et vous comprendrez ce que je vous suggère, mais je n'en dirai pas plus. Revenons, si vous le voulez bien, sur la dimension politique de la séquence. Et je cède la parole une nouvelle fois à Christophe. Alors justement, est-ce que maintenant on peut peut-être enchaîner avec la séquence du carnaval? Je ne sais pas si ça a été possible. Je ne vois pas en cabine, donc je ne peux pas voir vos retours. Je ne vois pas du tout, en fait, si c'est possible ou pas. Oui, excusez-nous, il y a un petit malentendu. On cale juste la scène du carnaval. On en a pour 30 secondes. Désolé. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, parce qu'en fait, là, comme je voudrais parler justement un petit peu de l'analyse, et enfin évoquer un peu une analyse de la séquence, ce serait, si on peut la voir, mais ça va venir, ça va venir. Nous y sommes. Merci. Bon, ça c'est la scène, la séquence finale en fait. Je suis désolé. Hein. Ça c'est le. Bon, sinon on s'en passe en fait. Hein, voilà. On va s'en passer et on montrera la séquence finale. Je suis désolé. Alors, ça c'était juste pour vous montrer donc. Erhard Stiefel, donc, le créateur des masques dont Corinne a parlé, pendant le tournage du film, hein, justement. Je voulais juste donc, revenir sur la séquence du carnaval, parce que c'est une séquence centrale du film. C'est un carnaval que les dévots tentent d'empêcher en consignant les collégiens, dont on a vu tout à l'heure le bâtiment, dans leur bâtiment, et en proclamant l'interdiction dans les rues de la ville. Rien, pourtant, ne saura empêcher l'explosion carnavalesque censée se dérouler à Orléans, qui, après un bref moment de frénésie, est réprimé dans le sang par les cavaliers du roi, les lanciers du roi, dans ce qui ressemble, de manière légèrement anachronique au demeurant, à une dragonnade. Dans les années 70, le carnaval devient un objet d'histoire. Si le célèbre carnaval de Romans d'Emmanuel Leroy-Ladurie paraît chez Gallimard quelques mois après la sortie du film d'Ariane Mnouchkine, en 1979 en fait, le livre essentiel de Mikhail Bakhtin, consacré à François Rabelais, Culture populaire au Moyen-Âge et la Renaissance, est en revanche accessible en traduction depuis 1970, lu et commenté par bien des historiens, au premier rang desquels Michel de Certeau, qui s'intéressent à ces nouveaux objets que sont la culture populaire et ses manifestations. Au sein de celle-ci, la version radicale mais temporaire de l'ordre et des valeurs qu'incarne le carnaval occupe une place majeure. Il revient en effet à Bakhtin d'avoir le premier théorisé ce provisoire renversement à l'œuvre dans la fête populaire et que l'on retrouve dans cette séquence fameuse du Molière. Ariane Mnouchkine y adjoint toutefois deux aspects essentiels. La mise en forme spontanée d'une théâtralisation de la fête, que représentent ici les masques, et dont Corinne a parlé précédemment, et d'autre part la dimension politique et éminemment subversive du carnaval. Si certains critiques y voient une représentation à peine voilée des manifestations étudiantes de mai 68, ainsi Claude-Marie Trémois dans Télérama, c'est oublier que la manifestation politique, le défilé populaire, comprennent souvent cette dimension carnavalesque. Et depuis longtemps, elle était présente dans les manifestations du Front populaire, comme on l'identifiera plus tard. La virulence de la manifestation représentée dans le Molière est en outre décuplée par la colère et la frustration que suscite l'interdiction du carnaval, décidée par les tenants d'une religion pudibonde et réprimant tout excès où se fait jour la mise en exergue du scatologique et de la sexualité. Les dévots d'Orléans, qui sont à l'origine de la terrible répression qui s'abat sur ses habitants, sous les yeux du jeune Poquelin, sont une préfiguration du Tartuffe.
Seule pièce de Molière, on l'a dit tout à l'heure, mise en scène par Ariane Mnouchkine au Soleil en 1995. Le Tartuffe, dont elle dit, Ariane Mnouchkine, qu'il est une œuvre de combat, une œuvre politique, profondément politique. La répression qui suit l'explosion carnavalesque confère tout son sens à la séquence. Les lanciers du roi, qui pourchassent les habitants dans la moindre ruelle du décor, construit par Guy-Claude François, ne sont pas sans évoquer d'autres images, non pas de manifestations, mais de répression, fictionnelles, mais inscrites dans une réalité historique. Il s'agit des séquences finales de la grève d'Eisenstein, cinéaste que pourtant Ariane Mnouchkine ne cite jamais. Lorsque, dans le film d'Eisenstein, réalisé en 1924 et qui décrit une grève à l'époque tsariste, les autorités militaires et financières décident d'écraser le mouvement, ce sont les Cosaques qui interviennent. Dans ce qui reste un des sommets de l'histoire du cinéma, ceux-ci massacrent sauvagement les grévistes, leurs femmes et leurs enfants, précaires réfugiés d'une cité ouvrière mise à sac, et où les chevaux pénètrent et traquent comme ça donc tout être vivant dans cette cité ouvrière, de même que les chevaux, dans le film de Mnouchkine, traquent véritablement les habitants d'Orléans qui ont organisé ce carnaval interdit. Si l'on regarde donc le film de Mnouchkine avec attention, il est difficile de ne pas voir dans les silhouettes des lanciers l'ombre portée des Cosaques d'Eisenstein. Que le film se nourrisse ici d'images fictionnelles de la plus féroce des répressions demeurait emblématique au même titre que celle du cuirassé Potemkin, du même Eisenstein, atteste que le grand siècle n'est pas le seul à venir alimenter l'imaginaire du film. Voilà qui, d'ailleurs, n'est pas contradictoire, bien au contraire, avec le rejet d'une trop exacte et trop académique reconstitution. Mais pour finir, reconnaissons-le, c'est bien le théâtre qui demeure l'enjeu majeur du film. Ariane Mnouchkine insiste à plusieurs reprises sur l'expérience collective que représente le tournage, quitte à rappeler que le cinéma contraint la réalisatrice à quelques écarts avec le projet collectif du théâtre, je cite. Le travail collectif au cinéma, dit-elle au moment de la sortie du film, c'est avant et après, mais pas pendant, parce que pendant, le metteur en scène doit savoir ce qu'il veut, parce qu'on n'a pas le temps. Au théâtre, il y a une collectivisation de la création qui est permanente, parce qu'il y a un temps qui permet une interrogation, une discussion, un essai. Fin de citation. La séquence que nous allons vous montrer maintenant, pour terminer, procède, elle aussi, d'une expérience reconnue par Ariane Mnouchkine du Théâtre du Soleil, qui avait dû s'accrocher à son décor en raison du Mistral lors d'une représentation des clowns à Avignon en 1968. Ici comme ailleurs, c'est encore l'expérience collective qui vient combler les béances de la biographie de Molière et qui métamorphose une mésaventure cocasse en épopée collective. Pour reprendre les mots de Yannick Arbois-Chartier lors de la sortie commerciale du film, qui le défend contre toute attaque, et notamment contre les attaques dans son journal, Télérama, elle écrit « C'est du magnifique cinéma, comme n'osent plus le faire les cinéastes français, par peur de l'échec, par goût de l'abstraction et de l'intellectualisme, du cinéma lyrique, plein de bruit et de fureur, voilà qui n'est guère moliériesque, mais plus shakespearien. De mauvais goût parfois, mais la vie n'a pas toujours très bon goût. Une telle audace, un tel souffle, une telle générosité, on les admirerait chez Fellini, et quand on les rencontre ici, on fait la fine bouche. Alors goûtons, avec ce dernier extrait, par conséquent, le plaisir de l'épique, une dernière fois ce soir. Extrait. Envoyons, ça tourne.
pouvoir s'arrêter là. Suspendu dans le vide, il me plaît tout particulièrement que ce dernier extrait ait été tourné non pas à Vincennes, mais en Aveyron, sur le plateau du Larzac. Corinne et moi vous remercions pour votre attention. Et nous avons, je crois, un petit quart d'heure pour répondre à des questions, c'est bien ça? 10 minutes? Allez, 10 minutes. Je Il ne y a sais eu pas, 20 je me minutes tourne de vers... discours. voilà, je me tourne vers 5 minutes. Il faut qu'on soit parti dans 5 minutes. D'accord, merci. Alors, il y a un micro, non? Je crois. Oui, il y a quelqu'un qui... Merci beaucoup, Gennaro. Ah ben voilà, il y a un micro qui tourne. La salle est intimidée. Hein. Oui. Qui va oser poser la première question? Après, généralement, les questions suivent. Merci beaucoup. Merci, il y a une question là-bas. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette conférence. J'avais une question qui me reste en tête concernant la dernière scène du film, qui, je trouve, dénote assez, puisque le reste, même si c'est de la fiction, on pourrait penser que cela s'est passé. Et là, ce vortex dans l'escalier, comment vous voyez un peu cette dernière scène? Voilà. Alors moi, j'ai une hypothèse sur cette dernière scène. J'ai une interprétation. C'est-à-dire, donc c'est une scène en effet pour donc les personnes qui ne l'ont pas vue, où Molière est porté comme ça, hein, dans un escalier, au moment de sa mort, en fait, il meurt en fait quasiment là. Et c'est vrai c'est une scène, vous avez dit un vortex, c'est une scène qui se répète à l'infini, quoi, en quelque sorte, où justement il y a un jeu de comédiens hein, qui montent et qui descendent les escaliers comme s'ils montaient de manière infinie cet escalier. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, il se trouve que dans les quelques films des premiers temps, mais aussi dans les projets en fait, de films sur Molière qui existent dans les années 30 et les années 40, et donc très tardivement, il y a toujours, et c'est une tradition qui existe aussi en poésie, en peinture, une apothéose de Molière. Il y a toujours des représentations de l'apothéose. Une apothéose où Molière est célébré parmi ses personnages, parmi ces comédiens. Cela existe à la fin du film de Léonce Perret en 1910. Cela existe dans le projet de scénario déposé par Marcel L'Herbier dans les années 20 pour une adaptation de la vie de Molière qu'il reprend au début des années 40 mais qui ne verrait pas le jour. Et c'est une tradition qui s'origine aussi dans un certain nombre de publications au XIXe siècle. Et pour moi, alors peut-être que c'est complètement farfelu hein, comme hypothèse, mais pour moi, Ariane Mnouchkine a en quelque sorte réinventé l'apothéose. Hein, voilà, donc une sorte de Molière hein, qui est porté comme ça par les comédiens, la troupe du Soleil. Donc c'est aussi une manière en fait de donner à voir la troupe pour une dernière fois. Et d'ailleurs dans cette séquence, ce qui est intéressant, c'est qu'Ariane Mnouchkine elle-même apparaît. Hein, donc elle apparaît hein, à l'écran. Et comme si, en effet, cette apothéose était impossible, qu'il était tout le temps porté comme ça vers cette fin, vers son accomplissement. Et pour moi, c'est une véritable... Donc oui, il y a quelque chose qui revisite comme ça cette tradition des apothéoses. Voilà, c'est comme ça que je le vois, mais si ça se trouve, c'est une interprétation qui serait totalement rejetée par la principale intéressée. Ou pas. Oui, il y a une question. Ah oui, c'est une excellente question. Je n'ai pas trouvé... Oui, est-ce qu'il y a un lien avec le livre de Bulgakov, qui est un livre très romancé hein, sur la vie de Molière, qui en passe par tous les biographèmes, pour reprendre cette expression, c'est-à-dire un certain nombre quand même de lieux communs, de topoi, tout ça, etc. En réalité, il n'y a nulle part mention, en tout cas dans les archives que j'ai consultées, d'une adaptation. Enfin, elle ne revendique pas de l'adaptation en fait, du roman de Bulgakov à aucun moment. Non, mais elle l'a lu et elle a pris des notes, oui. Puisque effectivement, dans ce qu'on a appelé la nourriture, c'est-à-dire tout ce qui a servi pour l'élaboration du scénario, il y a quelques feuillets où elle prend en note, et notamment cet ouvrage. De là à dire comment elle s'en est inspirée ensuite, non.
ne se lancera pas. N'oublions pas que le livre de Bulgakov se présente comme un roman, d'ailleurs, et non pas comme une biographie au sens classique du terme. Mais c'est aussi pour cette raison que ce livre intéresse beaucoup Ariane Mouchkine, puisque comme nous avons essayé de le montrer, elle raconte une histoire. Elle ne s'appuie pas, elle ne veut pas une biographie filmée, très universitaire. Donc elle est dans l'histoire, elle est dans le roman, elle est dans la fiction. D'accord. D'accord. Oui, peut-être. Oui. D'accord. D'accord. Oui. Oui. Alors en plus, oui, côté théâtre, donc tout à fait. D'accord. Il y avait une question, je crois, au 5e rang. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il me semble. Non, c'est pas vous? Non, pas du tout. D'accord. Non, j'avais l'impression. Ah, il y a une question au 1er rang ici. J'aurais peut-être une question sur les. Vous n'avez pas parlé beaucoup de la distribution. Oui, c'est vrai. Des comédiens. Oui. Notamment Philippe Cobert. Oui. Est-ce qu'on a des éléments sur la manière dont la distribution a été faite, voilà, sur les changements de point de vue? Je vais peut-être laisser Corinne répondre sur le premier aspect, puis je vais dire 2 mots peut-être de la réception critique des comédiens. Après l'âge d'or et avant Méphisto, c'est le moment où effectivement la troupe vit l'une de ces périodes de crise. Et Ariane Mouchkine décide du sujet Molière sans avoir forcément en tête les comédiens qu'elle va distribuer ensuite dans le film. Comment est-ce qu'elle fait? Ils en parlent entre eux et assez naturellement, le rôle de Molière échoua à Philippe Cobert, qui est également, avant le tournage, en train de réfléchir lui aussi au fait de pouvoir monter Don Juan en parallèle. Je dirais que c'est une manière de faire comme souvent au Théâtre du Soleil. Les comédiens répètent, et on a des traces de ces répétitions sur des textes de Molière, et petit à petit, la distribution se dessine. Mais en dernier ressort, c'est toujours Ariane Mouchkine qui décide. Oui, alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que Philippe Cobert est très très jeune au moment du film, il a 24-25 ans, et il est descendu par la critique. Mais vraiment descendu. Tout le monde dit, ce Molière n'est pas Molière, nous ne reconnaissons pas Molière, etc. Ariane Mouchkine, dans les entretiens qu'elle a accordés à Fabienne Pascaud quelques années plus tard, dit qu'elle pense que ça a beaucoup contribué à éloigner justement Cobert d'elle-même et du Soleil, et qu'il en a certainement beaucoup souffert de ce regard critique très défavorable, en réalité, à l'époque, de manière contemporaine, sur cette incarnation qui semblait, au sens premier du terme, déplacé, décalé par rapport finalement à l'image, parce que c'est ça le problème, c'est que tout le monde a une image de Molière, tout le monde a une représentation de ce qu'est Molière, et finalement forcément c'est toujours à côté, on est toujours à côté. Et donc c'est ça qui est évidemment intéressant, c'est que au fond, si on lit un peu, moi j'aime beaucoup lire la critique, je trouve que c'est très instructif, et finalement si on lit la critique, on s'aperçoit qu'il ne pouvait qu'être à côté dans le regard des spectateurs. C'était impossible de faire autrement. Donc là-dessus, c'est aussi intéressant pour ce qui est de Cobert. Je voulais juste mentionner Jean Dasté, qui a un second rôle, qui joue en fait le grand-père de Jean-Baptiste Poquelin, et qui est en quelque sorte celui qui l'incite dans sa vocation théâtrale. Et alors ça, c'est évidemment important, parce que Jean Dasté, c'est une double mémoire, c'est une mémoire du théâtre et une mémoire du cinéma. D'abord parce que c'est l'homme qui a créé, animé, dirigé la Comédie de Saint-Étienne pendant des années. Donc c'est quelqu'un qui a un rôle dans non seulement la décentralisation théâtrale, mais toute l'histoire du théâtre. Il y a ici de meilleurs spécialistes que moi de la chose en France, donc dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc il est présent dans le film. Et Jean Dasté, pour un cinéphile, c'est aussi, bien sûr, la Talente de Jean Vigo. Et donc, il y a cette double, quand j'avais revu le film il n'y a pas longtemps, ça m'a beaucoup ému, cette présence qui est une présence mémorielle très forte et qui inscrit aussi le film d'Ariane Mouchkine dans cette double filiation, celle de ce théâtre, quand même, donc relativement libre, qui est celui de Jean Dasté, et celle de ce film très libre, pour le coup, qui est une sorte d'ovni du cinéma français, magnifique, qui est La Talente de Jean Vigo, où Jean Dasté joue le marinier, le patron de la péniche sur laquelle se déroule le film.
Et il y a cette très belle scène aussi, après la mort de la mère, où Jean d'Asté rejoint les enfants. Et que fait-il? Il emmène tous les enfants voir un spectacle, des spectacles à la foire de Saint-Germain. Donc, revoyez le film et vous verrez, ce passage est absolument extraordinaire. Mais nous ne pouvions pas vous le montrer. Trop de choses à vous dire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'il faut vraiment qu'on quitte la salle. Ceux à qui ça intéresse, le 10 novembre prochain, dans le cycle des rencontres Molière, pour le coup, Philippe Cobert sera avec nous. Ah bon? De l'autre côté de la rue, dans la salle de bar. Merci mille fois. C'était vraiment génial, ouais. Franchement, vous avez préparé ça de main de maître.